Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro assez spécial de la nuit. Très spécial parce que ça n'aborde pas les sujets qu'on a l'habitude de discuter sur le plateau. Là, on parle de sexualité, on parle de droit sexuel, on parle de tout ce qui est rapport avec le sexe. Vous savez que dans nos communautés, parler de sexe est tellement tabou. Et ça donne suite à des incompréhensions, même à des désinformations par rapport à ce sujet, à cette activité à laquelle on s'adonne tous les soirs. Pour aborder le sujet, j'ai Samantha qui est devant moi, qui est experte sur le sujet. Experte, vous savez ce que ça veut dire. Super important. Samantha, comment tu vas? Je vais très bien, la tête, toi. Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. D'autant plus que sur le plateau, tu sais, on parle beaucoup de tout ce qui est sexe. Je te promets. Oh bien. Tout le temps. J'en ai écho. On fait tout le temps. Sinon, c'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui sur ce plateau, en vue de partager la petite expérience que j'ai en matière de ESC. Tu sais, quand tu... Ah, non, mais OSC, ça veut dire quoi exactement? Le ESC, c'est l'éducation sexuelle complète. Parfait. En fait, quand on parle de l'éducation sexuelle, tu sais, nous on a l'habitude d'avoir l'éducation sportive et tout ça. Mais parce qu'on a quelqu'un devant nous qui maîtrise vraiment, qui parle vraiment ouvertement de ces activités-là. L'éducation sexuelle dans nos communautés, il n'y a pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi exactement l'éducation sexuelle? D'accord. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'ESC ou sinon l'éducation complète à la sexualité, c'est l'ensemble de ces informations-là que l'on donne, que ce soit aux jeunes adolescents, à tout individu, afin que la personne puisse comprendre le fonctionnement de son corps en matière de reproduction et également savoir connaître ses droits lorsqu'on parle aujourd'hui de santé sexuelle et de la reproduction également. Je pense que quand on parle de l'ESC, ça englobe tout cela. Et quand on prend sur le plan de la formalité et tout, on se dit que voilà, c'est tout un ensemble de mécanismes qui est mis en place aujourd'hui pour permettre aux adolescents et jeunes pour qu'ils puissent avoir accès à la bonne information sur le fonctionnement de leur corps et également de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. La question que les gens vont se poser, c'est quoi exactement la bonne information? Oui, c'est quoi exactement la bonne information? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plein d'informations qui circulent, que ce soit à travers le net ou également du bouche à oreille. Et il faut dire que la thématique aujourd'hui, peu importe les avancées, peu importe les efforts qui sont faits aujourd'hui par, que ce soit les organisations de la société civile, le ministère, le gouvernement et tout, il y a encore ce manque d'informations-là qui existe. Et lorsqu'on parle de la bonne information aujourd'hui, c'est que quoi? Pour ne pas être, voilà. Tu peux l'être. Franchement, tu peux l'être. Ok. La bonne information, c'est que quoi? C'est une information qui ne nuit pas dans un premier temps et dans un second temps qui nous permet de faire des choix éclairés. Lorsqu'on parle de SC aujourd'hui, la bonne information, c'est ça. La bonne information, c'est de savoir qu'aujourd'hui, en tant qu'adolescent, jeune ou tout individu lambda, j'ai des droits en matière de ma sexualité. J'ai des droits et également, ces droits-là doivent être reconnus et respectés. Donc, à cela même, ça ajoute tout ce qui est également consentement et tout. Donc, la bonne information aujourd'hui, c'est de voir, d'avoir cette capacité-là, ou soit cette reconnaissance-là, de savoir que voilà, j'ai accès à l'information. L'information que j'ai aujourd'hui ne me nuit pas. L'information que j'ai aujourd'hui peut me permettre de faire des choix éclairés sur ma vie aujourd'hui. Parce que la sexualité, elle n'est pas dégagée de notre vie, tu l'as su bien dit. C'est quelque chose qui se vit, c'est vrai. Chaque nuit. Bon, est-ce que chaque nuit, en majorité, chaque nuit, bien sûr, mais je peux dire même tous les jours, peu importe le moment d'ailleurs. C'est quelque chose qui existe dans nos sociétés et puis on ne peut s'en passer. Donc, pour ceux qui sont déjà activement, sexuellement actifs ou non, je pense qu'eux tous, ils ont droit à l'information et surtout à la bonne information. Il y a un côté de cet élément-là qui est vraiment flagrant, qu'on peut dire. C'est que quand nous, par exemple, jeunes, on grandit, on ne sait pas où trouver ces informations. Tu vois? Et je pense que les premières informations qu'on devrait normalement avoir, c'est par rapport aux parents. Mais dans les foyers africains, on sait ce qui se passe. Tu peux pas aller voir papa pour lui dire papa. Oui, parce qu'aujourd'hui, excusez, moi je le dis tout le temps, on ne peut pas blâmer les parents aujourd'hui par rapport à ça. Ce qu'on peut faire, c'est de vraiment échanger avec eux pour leur faire comprendre que
les choses ont évolué et que vraiment les parents doivent maintenant s'ouvrir à ces discussions sur la sexualité parce que ils ne font que nous donner ou sinon nous transmettre ce qu'ils ont reçu. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sexualité et tout, jadis, c'est pas comme si c'était abordé dans les familles et tout, surtout dans une communauté africaine et encore togolaise dans laquelle nous sommes. Donc, les parents, on ne peut pas les en vouloir, non, c'est de vraiment discuter avec eux. Et il faut dire que la majorité du temps, les expériences l'ont montré, nombreux jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils ont eu leur première information en matière de EC, soit c'est à travers leurs proches, soit c'est sur le net aujourd'hui. Parce qu'actuellement, nous sommes à l'ère du digital et vraiment, il y a tout et n'importe quoi qui circule sur le net, qui font qu'aujourd'hui, lorsque l'enfant, peu importe le système changement même qui remarque sur son corps aujourd'hui, il va juste taper sur le net, voir, qu'est-ce que cela veut dire et tout. Et rien ne garantit que là où il allait prendre cette information-là, elle est vraiment vraie. Donc, c'est toujours essayer de promouvoir beaucoup plus les dialogues intergénérationnels entre les parents et les aînés et tout, pour leur faire comprendre que, que vous nous parlez de la sexualité ou pas, qu'on aborde ces sujets-là à la maison ou pas, c'est que si nous on veut faire, on va le faire en fait. Je pense que très souvent, c'est de l'hypocrisie, j'ai l'habitude de le dire, c'est de l'hypocrisie parce que nous savons très bien, de vous à moi, parents, enfants, que voilà, la donne a changé et que la solution primordiale, c'est de vraiment discuter avec nos enfants, déjà dès la puberté, dès le bas âge et tout, pour leur faire comprendre que, aujourd'hui, tu as droit à ton corps, tu as si. Il y a des informations, que ce soit sur la contraception et tout ça là. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui, les gens pensent que voilà, quand on parle de SC, c'est d'amener les enfants, soit les jeunes, à la dépravation des mœurs et tout. Or, bien évidemment, ça va loin de là. Quand on parle de sexualité, ce n'est pas tout à coup, voilà, les rapports sexuels et tout, mais c'est de faire comprendre à l'enfant que voilà, aujourd'hui, ton corps, c'est le tien. Si aujourd'hui, nous avons plusieurs cas de viol, c'est parce que il y en a qui ne savent pas que aujourd'hui mon corps, c'est le mien et que je peux dire non. Parce que nous sommes dans une société, encore une fois, où, voilà, ces sujets sont vraiment tabous, que les gens ne savent même pas que, voilà, aujourd'hui, j'ai accès à telle information. Aujourd'hui, je peux dire non sur mon corps. J'ai le droit de disposer de mon corps et tout. Donc, c'est d'amener vraiment les parents à échanger avec les enfants dès le bas âge, lorsque les changements biologiques commencent chez l'enfant, dès la puberté et tout. Certes, il y a des informations aujourd'hui qu'on a à l'école et tout, mais ce n'est pas complet. Ce n'est pas vraiment complet parce que l'enfant aujourd'hui passe la majorité de son temps dans l'environnement externe et que l'environnement externe là, si l'enfant a accès à de mauvaises informations à la maison, c'est très bien que c'est 20%. C'est 20%, mais les 20% sont vraiment puissants dans le sens où les enfants dès le bas âge sont beaucoup plus aptes à écouter leurs parents. Ce sont les premiers éducateurs. Donc, c'est de vraiment, dès ces premières éducations-là, inculquer ces informations-là aux enfants. Et lorsqu'ils vont évoluer, peu importe l'information qu'ils vont recevoir de l'extérieur, ils sachent que, voilà, mon papa m'avait dit ci, ma maman m'avait dit expliquer cela. Et donc, ce qui fait que si vous êtes vraiment ouvert aux enfants vis-à-vis de ces sujets-là, si aujourd'hui la personne a même une information, que ce soit sur le net et tout, elle revient directement poser la question à la maman, soit au papa, dit j'ai entendu dire si, hein. Parce que c'est très bien que le papa l'avait dit peut-être le contraire. Et c'est en cela que vous allez voir même d'où vos enfants ont des fausses informations. Et je pense que ça devient en même temps une lutte auprès des parents aussi pour lutter contre la mésinformation, sinon la désinformation. Voilà. Tu as souligné un point super important. Je pense plusieurs. Le premier que moi j'ai souligné, tu sais très bien que les parents, les enfants passent plus du temps, tu l'as dit, dehors qu'à la maison. Oui. Tu vois. Et les premières bases assez solides que ces enfants doivent avoir, c'est généralement la maison. Tu as aussi dit que, et c'est vrai, les parents transmettent que ce qu'ils ont reçu ça, aussi en termes d'éducation sexuelle. Oui. Mais comment on fait si, excuse-moi le terme, hein, mais si ces parents-là ont des éducations sexuelles assez débridées, par exemple, ou bien n'ont reçu aucune éducation sexuelle, c'est vrai? Oui, ça c'est vrai. Et il y a aussi Citadel qui dit la jeunesse, on le dit tous les jours, nous sommes la relève de demain. Et j'ai l'habitude également de le dire, tout changement commence par nous. Et ce n'est pas à chaque fois que nous devons attendre que les parents viennent vers nous. Très souvent, pas que les parents n'ont pas envie de nous en parler. Certains ne savent pas comment aborder le sujet avec les enfants. Et aujourd'hui, je pense que c'est également le rôle que nous jouons en tant qu'organisation de la société civile. Également au niveau du ministère, ces points focaux
SSR et tout ça là qui sont mis en place, c'est de pouvoir pallier à ces genres de problèmes. Et également, aujourd'hui, nous favorisons tout ce qui est dialogue générationnel, où nous avons le cadre, nous avons des parents, les jeunes, pour leur amener à travers des exercices pratiques à voir vraiment l'importance de l'ESC. Je pense que c'est petit à petit ainsi que nous allons vraiment parvenir au changement parce que, quoi qu'on dise, ça ne va pas se faire brusquement. Non, ça ne se fera pas ainsi. Et je me dis qu'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes appelés à être des parents demain. Et que si l'éducation commence par nous aujourd'hui, je pense que nous saurons mieux transmettre ces informations-là à la génération future et ainsi de suite. Donc, les parents, encore une fois, on ne peut pas les accuser. C'est de vraiment leur faire comprendre l'importance de l'ESC. Je sais très bien que les premières informations, quand je prends côté des filles, bien sûr que les parents ont généralement l'habitude de donner, c'est que quoi? Ils attendent que la jeune fille ait ses premières règles. Et que lorsqu'elle a ses premières règles, la fameuse phrase, c'est que quoi? Si tu couches avec un homme aujourd'hui, c'est que tu vas tomber enceinte. Et on s'arrête là. On ne dit pas à l'enfant que voilà comment tu dois t'y prendre en matière d'hygiène, comment est-ce que tu dois calculer ton cycle menstruel. Lorsque tu es en ovulation, voilà les risques qu'il ne faut pas prendre, et ainsi de suite. Il y a ces manques d'informations-là qui existent aujourd'hui. Tout ça là, pas parce que la maman, elle ne sait pas que voilà, à une période donnée, si tu as des rapports c'est non protégés, tu peux tomber enceinte. Mais du fait que le sujet est tabou, elle ne sait pas vraiment comment aborder cette thématique-là avec les enfants à la maison. Et on attend toujours que les conséquences viennent d'abord avant d'essayer de conscientiser l'enfant. Or, peut-être il est déjà trop tard. Donc, c'est de, encore une fois, leur faire comprendre l'importance de l'ESC. Je pense que nous sommes dans cette dynamique aujourd'hui. Nombreux sont les parents qui ont compris l'importance, sinon la pertinence de l'ESC vis-à-vis des adolescents et jeunes. Donc, le combat continue pour que vraiment cela soit perpétué dans le temps. Il y a aussi ce côté où on a parlé des parents. Le deuxième côté, c'est dehors. Dehors, c'est chaud. Très chaud. C'est ça, le dehors est risqué. Oui, dehors, très risqué. Et tu l'as dit, les enfants, les jeunes passent plus de temps dehors qu'à la maison. Énormément. Comment on fait quand les parents n'ont pas accès à ces informations-là? Je sais que vous faites beaucoup d'efforts pour ça. Mais dehors, c'est là où on reçoit le plus d'informations finalement. Oui, exactement. Le dehors, c'est là où on reçoit plus d'informations. Et dans un second temps également, c'est pour cela que les plaidoyers également sont menés. Parce que nous savons très bien que généralement, l'enfant, sinon le jeune, l'adolescent, le jeune, soit il passe le temps à l'école, soit dans un centre d'apprentissage au dehors. Hormis voilà, les divertissements et tout qui s'y agrèvent. Mais c'est de vraiment accélérer les plaidoyer auprès, que ce soit du gouvernement, que ce soit également au niveau des organisations, de la société civile, au niveau des bailleurs, pour vraiment accepter l'intégration de l'ESC, d'abord au niveau des établissements scolaires et extrascolaires également. Et aujourd'hui, je peux dire que plein d'organisations mènent des efforts dans ce sens-là, hormis bien évidemment les sensibilisations qu'on fait aujourd'hui sur le terrain. Aujourd'hui, il y a également ces personnes en situation de handicap dont il y a longtemps on n'en parlait pas, qui s'autodiscriminent, je peux le dire ainsi, parce qu'ils ont également des droits qui sont reconnus, sont des individus. Donc aujourd'hui également, il y a des plaidoyers qui sont faits vis-à-vis de leurs droits, de ces personnes-là qui sont en situation de handicap moteur, voilà, et tout, physique ou ça, pour vraiment leur faire comprendre qu'ils ont également accès à ces informations. Donc, ces plaidoyers vont à l'endroit de tout le monde pour que le dehors soit beaucoup plus sécurisé. Parce que quoi qu'on dise, l'adolescent, le jeune a beaucoup plus d'informations que le dehors. D'un autre côté également, c'est par rapport au digital aujourd'hui. Si aujourd'hui, les organisations également essaient de s'adapter à travers la mise en place des applications numériques telles que InfoAdo Jeunes, Jeunesse Plus et tout, c'est vraiment pour permettre aux jeunes d'avoir une source d'information assez fiable. Pour permettre aux jeunes aujourd'hui, si j'ai besoin d'informations, je sais que si je vais sur telle application, si je vais sur tel site, j'ai beaucoup plus accès aux bonnes informations. Et je pense qu'également, nous avons évolué dans une tendance de télémédecine qui permet aujourd'hui aux enfants et aux adolescents d'avoir même des consultations en ligne et tout, en fonction des problèmes qu'ils rencontrent lorsqu'on parle de la santé sexuelle et de la reproduction. Tout à l'heure, tu as parlé des informations qu'il est très important d'aller rechercher sur les bonnes sources. Tu vois? Et tu as parlé des applications. Quand je faisais mes recherches par rapport à l'interview, je suis tombé sur une application que moi j'ai trouvée incroyable, qui s'appelle Hello Ado. Tout à l'heure, je t'ai fait télécharger. Oui. Tu veux me dire ce que tu en penses? Hello Ado, je pense que c'est
une application que également j'avais installée à travers les campagnes qu'ils font sur Facebook. Ok. Très souvent, ils ont des campagnes qu'ils font. Et beaucoup plus, ils font la démystification des informations en lien avec l'ESC. C'est-à-dire, ils montrent les mythes et la réalité qui existe normalement. Et par exemple, lorsqu'on dit que voilà, lorsqu'un enfant a accès aux informations sur l'éducation sexuelle complexe, il a la probabilité, beaucoup plus, la probabilité forte qu'il puisse aller à l'acte sexuel dans un premier temps, c'est-à-dire la dépravation et tout. Ça, c'est ce que les gens croient. Mais selon les statistiques aujourd'hui, ceux qui ont accès à l'information, à la bonne information, ont beaucoup plus des rapports sexuels assez repoussés. Et je pense que c'est l'une des objectifs, des visions également de l'ESC aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de Hello Ado aujourd'hui, je pense que c'est une très belle application parce que dans un premier temps, il y a déjà l'onglet Mon corps. Et dans cet onglet, je pense que ça montre en même temps à l'individu comment les changements qui surviennent sur son corps, parce que je pense que c'est le b.a.-ba, parce que c'est son corps, il faut vraiment apprendre à maîtriser son corps dans un premier temps. Dans un second temps, c'est les droits. Les droits, c'est vraiment important pour moi. Les droits sont importants pour moi parce que quoi? Parce que il y en a plein de jeunes et adolescents aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils ont des droits lorsqu'on parle de santé sexuelle et de la reproduction. En majorité, les femmes, soit les filles aujourd'hui, ne savent pas que j'ai le droit de dire non, la thé. Donc moi, je pense que c'est vraiment important de toujours parler des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, surtout au niveau des adolescents et jeunes, parce que ça leur permet de faire des choix éclairés et surtout d'éviter de se faire abuser. Et également, je tiens également à dire que il ne sert à rien également de voter des lois, des droits et tout ça là qui sont reconnus et ne pas vraiment avoir des tests d'application sur le terrain. Donc, c'est également de faire également des plaidoyers en ce sens-là pour qu'on puisse vraiment mettre en application tout ce qui est de droits des adolescents et jeunes. Je pense que l'autre onglet également, c'est ce qui concerne les relations avec la famille. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la SSR en général, il y a les relations S'il te plaît. interpersonnelles. SSR, là, c'est quoi? SSR, la santé sexuelle et reproductive. Ok. Voilà. Santé sexuelle et reproductive, santé sexuelle et reproduction. Voilà. Ok. Donc, lorsqu'on parle de SSR aujourd'hui, on parle également des relations interpersonnelles. Et lorsqu'on parle des relations interpersonnelles, ça peut être entre amis, entre collègues, entre parents, voilà, en famille et tout ça là. Et c'est vraiment important de savoir les relations également qu'on a à la maison. Que ce soit pas directement relié à la sexualité ou non, mais c'est vraiment important. Et c'est dans ça également pas de trouver désolé, des adultes de confiance aujourd'hui pour les adolescents et jeunes. Parce que si un adolescent a un problème, un enfant a un problème aujourd'hui en matière de sa santé sexuelle et de la reproduction, je pense que lorsqu'il a un adulte de confiance, ça lui permet de s'ouvrir, d'avoir confiance à la personne. Et s'il n'y a pas cette confiance aujourd'hui, les gens se font également abuser et tout ça, là, par les adultes de confiance qui existent. Mais les relations interpersonnelles permettent à l'enfant de vraiment savoir que, telle personne, je peux l'aborder sur ce plan ou non. Donc, je trouve également que c'est assez pertinent par rapport à ça. Et ces innovations-là, aujourd'hui, servent vraiment de source d'informations fiables aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes plus habilités même à utiliser les applications que voilà, les sites et tout ce qui va avec. Donc, lorsqu'un jeune a déjà cette application-là téléchargée sur son téléphone, je pense que peu importe la difficulté qu'il rencontre, il peut juste aller et puis voilà, avoir ses réponses. Il y a également l'onglet voilà, santé sexuelle et reproductive qui parle de tout ce qui est contraception, tout ce qui est grossesse, VIH, SIDA et tout. Je pense également que c'est une application qui a été mise en place par une organisation au niveau du Sénégal. Et c'est vraiment très pertinent, je trouve. Voilà. Tu sais, tu as parlé de certaines notions que moi, j'ai vraiment envie qu'on éclaire un peu, tu vois. Santé sexuelle de reproduction, c'est ça. En français facile. En français facile, lorsqu'on parle de SSR, français facile. Si vous comprenez, j'allais aller en éveil peut-être. Ou j'allais aller en Kaby et voir toutes les langues locales. Mais il n'y a pas de souci. Je pense que lorsqu'on parle de santé sexuelle aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne notre corps à nous-mêmes, les changements qui surviennent sur notre corps aujourd'hui et en même temps les relations sexuelles que nous avons. Quand je parle de relations sexuelles en même temps, ça a trait à tout ce qui est voilà la reproduction en même temps.
quand est-ce que je veux avoir un enfant, avec qui je veux concevoir cet enfant, et également comment est-ce que je planifie en même temps voilà, les grossesses là en question. Donc la santé sexuelle, c'est tout ce qui conquiert maintenant voilà, au bon maintien de notre santé, pour ne pas éviter, voilà, au bon maintien de notre santé sexuelle. Non, je pense que sexuel, tout le monde comprend ce que c'est que sexuel. Bien sûr, on comprend. Quand on parle de sexuel. Maintenant, lorsqu'on parle de la reproduction, c'est ça, c'est tout ce qui a trait aux grossesses. Ouais. Tu as parlé de rapport droit sexuel. Tu sais, droit à la santé, on connaît. Droit sexuel, on ne connaît pas. En vrai, parce qu'on va dire, tout le monde a droit à avoir une sexualité. Est-ce que j'ai bien défini ça comme ça? Oui, bon, non. Lorsqu'on parle de droit aujourd'hui, c'est tous les droits qui sont reconnus à un individu, au fait, en matière de sa sexualité. Et tout à l'heure, je disais que chaque individu a le droit de disposer de son corps. Et lorsqu'on parle de la disposition de son corps, c'est quoi? C'est que j'ai le droit d'avoir des rapports sexuels ou non. J'ai le droit également de choisir avec qui je veux l'avoir. Et en cela, nous parlons du consentement aussi. J'ai le droit en même temps d'avoir des enfants ou non. Lorsqu'on parle de la SSR aujourd'hui, j'ai le droit de planifier mes grossesses, de savoir avec qui, quand et comment est-ce que je veux avoir ces enfants-là, si c'est planifié et tout. Donc, ça fait également des droits qui sont reconnus à un individu. Quand on parle de consentement, c'est tous les jours, tu vois. À tout moment, à chaque seconde. À chaque seconde. Et quand on va au-delà du consentement, c'est ce qu'on appelle le viol. En vrai. Bien tu sais que généralement, quand on parle de viol, les gens ils pensent qu'il faut prendre la fille, l'écarter quelque part contre son gré, tout ça. Ils ne savent pas que le viol va tout simplement du fait de dire, quand la fille te dit non, c'est non. Déjà, quand tu commences par insister, même ça rentre dans le viol. Ça commence par c'est du harcèlement. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on parle du consentement, c'est ce que j'ai tenu à préciser tout à l'heure. Peu importe la seconde, peu importe à quel niveau vous êtes, lorsque la fille dit non, c'est que vous devez arrêter. Même si c'est le garçon également qui dit non, c'est que vous devez arrêter aussi, au fait. C'est difficile, hein? Tu imagines... tu imagines, en fait, ça arrive. En fait, comme ça arrive. Genre, tu es bandé. Non, peu importe comment tu es bandé, lorsque ton partenaire dit non, tu dois arrêter parce que c'est son droit. Oui. Et il faut savoir qu'on a aussi le droit de dire non. C'est pas parce que voilà, la personne est bandée, la personne est déjà à un niveau que il ne faut pas dire non, voilà, juste pour lui faire plaisir. Si tu sais qu'à un moment donné, tu ne te sens plus, tu veux vraiment arrêter, stop. On rigole, hein? On rigole. Moi, quand tu parles, oui, bah, en fait, j'imagine l'action et tout ça. Oui. C'est pour cela que je dis, il y en a certains qui ont subi du viol, du harcèlement, mais eux-mêmes ne savent pas que c'est du viol, c'est du harcèlement. Moi, je me rappelle très bien, j'ai reçu un témoignage vraiment d'un homme, bien sûr, après une formation sur homme qui a violé? Non, pas violé. Sur la clarification des valeurs en matière d'éducation sexuelle complète. La personne m'a dit quoi? Sincèrement, lui ne savait pas. Lui se rend compte que lui, là, a vraiment harcelé beaucoup de filles. Il y a plein de témoignages aujourd'hui qui sortent. Il y en a 2 ans, 3 ans, 5 ans après qui viennent faire des témoignages qu'ils ont été violés. Or, le partenaire même ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était un viol. Parce que pour lui, peut-être, voilà, son conjoint ou sa conjointe était vraiment consentante. Mais 5 ans après, la personne sort de nulle part pour témoigner, dit que non, telle personne m'avait violé en tel moment. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça nous protège en même temps nous-mêmes et de vraiment se rassurer que, voilà, le conjoint est vraiment partant pour ce que nous sommes en train de faire. Exactement, exactement. Comme tu l'as dit, tu sais, il y a beaucoup de... Moi, je le fais. Je pense que tous les hommes le font, en fait. En n'ayant pas les bonnes informations qu'il faut, tu vois. La fille te dit non, par exemple, tu dis tu vas passer par d'autres moyens pour la convaincre d'aller à l'acte et tout ça. Non, mais en vrai, tu vois. Mais... Maintenant qu'on a l'information, on sait que quand madame ou bien mademoiselle dit non, même en couple en vrai, même en relation. Peu importe le type de relation, c'est toujours important de mettre en avant le consentement. Même si vous êtes en couple, il faut toujours demander le consentement, c'est normal. C'est ça. Même quand vous êtes marié, madame dit non, monsieur. Mais c'est frustrant en vrai. Oui, pourquoi c'est frustrant? C'est parce qu'on nous a fait comprendre que voilà, en tant que femme ou fille aujourd'hui, lorsqu'on est marié, on doit toujours dire oui. On doit toujours dire oui.
On doit toujours dire oui, mais on ne prend pas également en compte l'aspect consentement, comme je le dis. Le consentement, c'est à tous les niveaux. C'est pas si la femme dit aujourd'hui non, cela voudrait pas dire qu'elle n'a pas au fond envie de faire plaisir à son mari, ou sinon elle va à l'encontre des plaisirs et tout ça là. Mais sauf qu'elle n'a pas envie, et je pense que ça doit être vraiment respecté. C'est de la même manière au niveau de l'homme. Si aujourd'hui l'homme dit ah non, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je pense que à la femme également de comprendre au fait, parce que quoi qu'on dise, vous êtes mariés, c'est un couple, voilà, vous vous entendez et tout. Mais peu importe la situation, moi je me dis le consentement il est toujours important. Que vous soyez marié ou non et tout. Le consentement, il faut toujours privilégier. Mhm. Et il faut savoir aussi le consentement là. Oui. Quand monsieur aussi dit non là, c'est non. Hein. Aïe. C'est C'est vice-versa, bien. ça. C'est vice-versa. Par rapport à tous les efforts que vous faites, est-ce que tu penses que les jeunes ont vraiment, dans notre pays, au Togo, accès à la bonne information sur la santé sexuelle et reproductive? Dit comme ça, je dirais oui. Parce que, bon, accès, je pense que ça, il y a confusion entre accès et disponibilité. Est-ce que les vraies informations sont disponibles? Oui. Mais est-ce que la majorité ou sinon tous les jeunes ont? Je dirais non. Tous les jeunes n'ont pas vraiment accès. Parce qu'aujourd'hui, il y a des zones assez reculées, c'est vrai. Il y a des efforts qui sont menés vraiment à travers les sensibilisations de proximité, les causeries éducatives également, les offres de services à travers les cliniques mobiles et tout. Mais il y a encore des efforts qui restent vraiment à faire pour permettre à ces zones reculées-là de pouvoir avoir accès aux services de SSR et surtout à la bonne information. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons évolué, comme je l'ai dit précédemment, avec les applications qui sont là et tout. Quand je prends par exemple l'application Info Ado Jeunes de l'Association togolaise pour le bien-être familial, sur cette application-là, il y a presque toutes les informations en lien avec l'ESC, que ce soit sur la SSR, que ce soit sur les relations interpersonnelles, que ce soit sur la contraception et tout. Et l'une des particularités de cette application, c'est la télémédecine aujourd'hui. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez quand même prendre des rendez-vous en ligne, discuter avec des prestataires de qualité. Ils vont vous prescrire des ordonnances et vous irez dans votre pharmacie la plus proche également pour y avoir accès, voilà, payer les médicaments et tout. Et lorsque ça nécessite vraiment une consultation physique également, il y a plusieurs points de la TBF aujourd'hui. Vous vous référez au point le plus proche pour vraiment vous faire consulter et tout. Donc, je dirais que avec les mécanismes qui sont mis en place, les jeunes ont la possibilité d'avoir accès à l'information. Mais d'une part, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que nous-mêmes, en tant que jeunes ou adolescents, nous faisons pour vraiment avoir accès à cette information-là? Parce que les parties prenantes font vraiment l'effort de mettre les bonnes informations à notre disponibilité. Je pense que d'une part aussi, c'est de la responsabilité des jeunes que nous sommes d'aller également vers la vraie et la bonne information. Et celui-là, je pense que nous devons aussi prendre ne serait-ce que 5 minutes, mettre peut-être TikTok de côté vraiment, aller sur ces applications-là et avoir la bonne information. Et surtout, lorsque nous avons des soucis, moi, je le dis tout le temps. Très souvent, les jeunes, on a l'impression qu'on peut s'autosuffire et tout. Et que voilà, lorsqu'on a des soucis, beaucoup ont grandi comme ça. Ils n'ont pas cette ouverture-là de discuter ouvertement de leur santé sexuelle et tout ça là. Donc, je me dis que ces mécanismes-là également sont faits pour assurer une confidentialité aux jeunes. Le temps vraiment qu'on puisse démystifier voilà, les tabous qui entourent le sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a également des lignes vertes qui sont vraiment gratuites, le 88-28, où ils peuvent appeler également avoir des informations et tout dans la confidentialité. Super. Super. Franchement, super. Tu sais, il y a un truc que tu as abordé. Parce que quand tu parles de les jeunes pensent qu'ils s'autosuffisent, en vrai. Et c'est aussi ça le problème. Oui, oui, oui. La bonne information, elle est disponible. Tu vois. Et ce qui est malheureux, c'est quand ils sont face à des problèmes, à des difficultés. C'est fou de le dire, mais c'est quand tu cognes le mur que tu vas te rendre compte. Mais il y avait des garde-fous C'est comme ça. qui sont là, qui te protégeaient. Mais bon, comme toi, tu dis, bon, on va le faire quoi, on est jeune et tout ça. Et après, quand tu grandis, tu vois que tu gardes des problèmes. C'est là que tu comprends que, il y a des solutions qui étaient là. Allons juste à l'information. J'aimerais qu'on s'attarde aussi un peu sur la contraception, on en a parlé. Il y a une amie influenceuse que j'ai qui est très belle, sans te mentir. Genre, elle est très suivie. La dernière fois, on discutait, je voulais l'inviter pour une émission. Et je lui disais, tu sais, on va parler de sexualité, on va parler de ça. Je dis, non, mais
moi, sexualité, ça ne me concerne pas. Je dis, ok, que je suis vierge. Et elle me dit, dès qu'elle m'a dit je suis vierge, j'ai crié. Parce que pour moi, tu vois, façon de suivi, c'est qu'elle s'adonne à des choses comme ça, tu vois. Elle me dit non, et elle me dit, ça m'a trop fait plaisir, ça m'a choqué. En même temps, elle me dit, tu sais, la meilleure contraception, c'est de ne pas aller à l'acte sexuel. Oui. Je m'explique. On a l'habitude de le dire après les séances de sensibilisation sur la contraception et tout. Dit que l'abstinence, c'est la meilleure méthode par excellence. C'est la méthode par excellence aujourd'hui. Parce que, comme je le dis encore, l'un des objectifs de l'ESC, c'est de vraiment amener les adolescents et jeunes à repousser vraiment leur premier rapport sexuel. C'est-à-dire, si l'enfant doit normalement aller à 16 ans, à 18 ans, qu'avec l'ESC, le jeune ou l'enfant puisse aller jusqu'à 20 ans, jusqu'à 24 ans, et qu'il puisse savoir vraiment qu'aujourd'hui, je suis prêt. Et non parce que telle personne a envie, ou soit parce que je veux vraiment retenir telle personne et que je dois vraiment passer à la sexuelle. Donc, aujourd'hui, la meilleure méthode par excellence, quoi qu'on dise, c'est l'abstinence. Donc, je suis tout à fait d'accord avec elle. Quand on parle de abstinence, et pour ceux qui ne le font pas et qui sont exposés à des conséquences comme des grossesses non désirées, il y en a énormément. Et ces grossesses désirées, comme tu l'as dit, sont des gens qui ne vont pas à l'information déjà pour commencer. Et quand il y a des grossesses comme ça, qui ne vont pas déclarer, par exemple, aller vers la bonne source pour parler de ça, pour avoir les bonnes informations, pour aller à l'accouchement. Et ces personnes-là sont des gens qui avortent énormément. Malheureusement. Malheureusement, et ces avortements ne se passent pas toujours bien. Quand je dis toujours bien, un avortement ne doit même pas avoir lieu, déjà pour commencer. Pas toujours bien dans le sens où ça se fait de manière clandestine. Tu vois, oui, tu vois, ça te fait de manière vraiment clandestine, non sécurisée. Et peut-être aujourd'hui, tu vas te faire avorter, tu vas dire, ok, c'est bon, c'est fait, je me suis débarrassé de ça. C'est peut-être après 10 ans, 20 ans que tu te rends compte que quand tu auras maintenant le temps de vouloir faire des enfants, on va te dire, ah, il se passe quoi, tu n'as pas d'enfant. Ton mari va faire toutes les positions possibles. On va dire que c'est la grand-maman village. Qui fait ça. Comment vous luttez par rapport à ces conséquences de grossesse, non, je veux dire, à ces grossesses non désirées, ou bien à ces informations? Oui, aujourd'hui, c'est vrai, on fait des sensibilisations, on lutte vraiment, on fait des plaidoyers, tout ça là. Mais il est vraiment malheureux de constater que dans des établissements scolaires, à la fin, on a toujours un taux de grossesse. Je me rappelle bien, dans les années antérieures, on a vraiment lutté. Une année, on a eu vraiment un taux réduit de grossesse. Je parle des cas scolaires. Mais ces 2 dernières années également, le taux a vraiment également grimpé. Le taux a grimpé et aujourd'hui, on se demande, nous-mêmes, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais dans un premier temps, on se dit que c'est la conscience individuelle. C'est la conscience individuelle, peut-être c'est l'aspect sur lequel vraiment il faut vraiment travailler aujourd'hui parce que on a beau sensibiliser les gens, je me dis qu'à la fin, le choix leur revient. Nous, on fait vraiment l'effort de mener des actions de sensibilisation et tout. Et plusieurs jeunes aujourd'hui, ceux qui ont vraiment accepté, aller se faire consulter suite à une grossesse non désirée, je dirais la majorité des cas n'ont pas fait recours à l'avortement. Parce que lorsque la personne y va et que la personne échange avec le prestataire, on lui fait comprendre voilà, les biens fondés et tout. Mais il faut noter aussi qu'il y en a certains, ils ont des conditions également que nous ne maîtrisons pas. Peut-être la jeune fille, elle vit dans une famille vraiment où elle sait que si elle va avec cette histoire de grossesse, ça ne va pas vraiment aller. Donc, c'est également d'attirer l'attention des parents également sur cet aspect-là, où nous devons vraiment soutenir. Parce que quoi qu'on dise, certes, c'est arrivé. Mais moi, je me dis toujours que les conditions dans lesquelles c'est arrivé sont vraiment différentes. Parce que lorsqu'on prend le cas d'un viol, on va le traiter différemment. Oui. Lorsqu'on prend le cas d'inceste, on va le traiter différemment. Parce que ce sont des cas dans lesquels, quand même, l'avortement est autorisé au Togo. Et donc, ces jeunes filles-là qui ont recours aux avortements aujourd'hui, la plupart du temps, sont des avortements déclenchés. C'est-à-dire la personne déclenche ça depuis la maison et on lui fait les soins post-avortement dans les cliniques. Parce que quoi qu'on dise, la personne est venue
dans un état vraiment critique. Donc, on prend soin de la personne automatiquement. Mais c'est pas la clinique qui a pratiqué l'avortement. La Bien sûr, personne a oui. déclenché ça depuis. Et on se pose également la question de savoir qu'est-ce qui pousse vraiment aujourd'hui les jeunes. Et l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on promeut aussi la masculinité positive, les he for she. Parce que dans le temps, je me rappelle très bien, lorsqu'on fait des sensibilisations, on regroupe les jeunes filles, on les parle. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape où vraiment nous sommes dans l'inclusion. Tout le monde vraiment doit s'impliquer. Oui. Et si aujourd'hui également on fait la promotion des dialogues intergénérationnels également, c'est pour faire comprendre également à la génération, je ne dirais pas passée, mais voilà, nos aînés, l'importance également de l'éducation sexuelle complète. Et encore une fois, les grossesses non désirées, je le dis encore, c'est une conscience personnelle. Parce que je sais très bien que si je suis activement, sexuellement active, je dois me protéger. Parce que actuellement, je ne suis pas prête à prendre les responsabilités qu'engage une grossesse. Donc, automatiquement, je fais quoi? Je me protège. Si c'est que je ne suis pas active sexuellement, c'est que je pratique l'abstinence. Et je le dis très souvent, ceux qui ont beaucoup plus l'information ont la majorité du temps la chance de repousser leur premier rapport sexuel. Ça, c'est certain. Et donc, l'information aujourd'hui, c'est une chose vraiment importante. Je ne dirais pas aujourd'hui, mais l'information a toujours été la clé de toute chose. Avoir la vraie information nous évite beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je veux juste attirer encore une fois l'attention de mes pères, adolescents et jeunes sur cet aspect d'information. N'attendons pas toujours que l'information vienne à nous, qu'on vienne nous rassembler pour nous sensibiliser, faire des causeries éducatives et tout ça là. Mais lorsque nous avons des inquiétudes, allons vers des personnes qualifiées. La majorité n'ont pas cette chance-là, soit cette lassitude-là d'en discuter en famille. Mais je pense que c'est l'une des raisons également pour laquelle les organisations de la société civile sont là. Allons vers eux, allons également vers des prestataires qualifiés. Échangeons avec eux, ils vont mieux nous orienter sur ce qui en est de nos santé et de la reproduction. Je dis toujours une chose. Je vais encore répéter ça. Pour les filles et pour les garçons aussi. Quand tu vas faire un rapport sexuel non protégé, ce n'est pas un écran plasma qui en sort. C'est un enfant qui en sort. Non, je dis toujours ça. C'est super important. Ne pensez pas que... C'est que vous le faites sans préserver, sans protection, sans contraception et tout ça. Vous savez que vous allez avoir des enfants. C'est super important. Donc, protégez-vous. Je dis ça. Il y a 2 jours, mon petit frère était à la maison, tu vois. Et elle est partie. Il me dit, grand frère, tu n'as pas un préservatif que la femme me donner. Il me dit, en vrai, moi, je n'ai jamais demandé ça que ce soit, tu vois. En même temps, j'ai crié, mais ça me fait plaisir. Ça fait plaisir que j'ai un petit frère, quoi. Il a 20 ans. Il me dit, préservatif dès que me le fond dans son nom. Petit, tu veux... Mais en vrai, c'est ce qu'on attend de nous, tu vois. C'est vraiment ce qu'on attend de nous. Parce que lui, il pense actuellement se protéger. Il sait qu'il n'y aura pas de grossesse non désirée pour lui et pour la fille qui va subir ces conséquences-là. Bien sûr. Donc, c'est ce que Samantha a dit. La masculinité positive, la responsabilité n'incombe pas uniquement aux filles, ça incombe aujourd'hui aussi aux garçons. Bien Tu sûr. vois. Il y a, franchement, tout à l'heure, tu as dit que les taux de prévalence, par exemple, par rapport aux grossesses non désirées, ça va en hausse dans l'établissement scolaire. C'est fou. Parce que ça semble être le lieu où on est censé donner les bonnes informations. C'est quoi le problème, finalement? C'est ce que je dis au fait. Bon, avant d'aborder ce sujet, je dirais que la conséquence de la grossesse, voilà, non désirée et tout, n'émane pas toujours du fait qu'on ne s'est pas protégé et tout ça là. Mais je dis aussi que lorsque nous nous protégeons, ce n'est pas toujours pour éviter une grossesse non désirée et tout. Je pense que notre santé également émane, notre santé également incombe parce que nous avons les IST, nous avons vraiment les IST également qui sont là. Et donc, au niveau des adolescents et jeunes, vous allez voir que la majorité du temps, ils privilégient tout ce qui est préservatif. Parce que le préservatif, c'est la seule méthode qui protège des IST également des grossesses non désirées. Donc, une question m'était également posée en ce sens-là pour savoir pourquoi chaque fois ce sont les préservatifs qu'on distribue aux jeunes et tout. Et je l'ai dit parce que aujourd'hui le préservatif, c'est la seule méthode qui protège des IST et également des grossesses précoces ou non désirées. Maintenant, lorsque nous parlons du taux de prévalence aujourd'hui en matière de ces grossesses non désirées dans les établissements, c'est ce que j'ai dit précédemment.
Je pense que d'une part, c'est la conscience individuelle. Au-delà de la conscience individuelle, on remarque aussi que c'est beaucoup plus les ados. C'est beaucoup plus les ados. Et je dis encore une fois que toutes les parties prenantes doivent vraiment mettre la main à la pâte. Parce qu'aujourd'hui, si les organisations de la société civile éduquent dehors et tout ça là, lorsque l'enfant rentre à la maison, il faut également un encadrement. Il faut également que la personne que l'enfant fréquente également puisse s'immiscer. Il faut également que les enseignants, le gouvernement et tout le monde puissent mettre vraiment la main à la pâte. Je me dis que c'est un processus et on va y arriver parce que les plaidoyers sont toujours en cours vraiment pour permettre de réduire les conséquences de ce fléau. La maison, c'est important. La maison, c'est important. C'est là où on a vraiment les bonnes fondations pour que les vents de dehors n'ébranlent pas notre éducation ou bien ce qu'on a reçu à la maison. C'est super important. Tu sais, j'ai une amie avec qui je suis bien. Et un jour, elle m'appelle pour me dire, ah, tu sais, là, t'es en pleurs, hein, que je suis enceinte. Vraiment. Je dis, ok, mais c'est bien ça. Tu vois, ça va. C'est un bébé qui va sortir. Je lui dis, ah, moi aussi, je suis papa, non. Tu vois, vu mon enfant, comme il est mignon. Elle me dit, non, mais en vrai, la maison va me tuer. Tu vois, on va me tuer. Et ça a été difficile pour elle, par exemple. Déjà, le fait que on ne la laissait pas forcément sortir. Tu vois. Et je pense que les parents font souvent ça. Oui, tu es une fille, il ne faut pas que tu sortes quand les garçons t'approchent. On doit chasser les garçons autour pour ne pas avoir des problèmes. Mais finalement, pour les parents, c'est une manière de nous protéger. Pour eux, c'est une manière de nous protéger. Mais nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où, voilà. C'est que si la personne n'est pas consciente des conséquences, si la personne ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est mon avenir qui est en jeu, si la personne veut le faire, elle va le faire. Une fois qu'elle trouve une petite occasion, elle va s'y jeter. Elle fait. Il faut. Voilà. Donc, moi, je me dis, certes, c'est une manière pour nos parents de nous protéger, mais je pense que ce n'est pas vraiment l'aspect sur lequel il faut travailler. L'aspect sur lequel vraiment il faut travailler, c'est de pouvoir discuter avec les enfants. C'est de vraiment avoir des échanges avec eux. Moi, je connais très bien des jeunes aujourd'hui qui sont indépendants depuis même, je dirais, 16 ans, 18 ans. Les personnes la sortent, ils n'ont même pas de coup-feu et tout, mais tu vas jamais les voir enceintes. La majorité même vont te dire, ah, moi, je n'ai jamais fait de rapport sexuel et tout. Pourquoi? C'est parce que la personne est vraiment consciente. La personne sait très bien que, ah, c'est mon avenir qui est en jeu, j'ai une planification de vie, je sais où je vais et tout ça. Moi, je pense que les parents devraient beaucoup plus privilégier ces dialogues-là avec les enfants et tout, plutôt que voilà, de les retenir assez prisonniers. Mais il faut dire aussi que la sécurité des enfants compte. Quand on discute avec eux, on sait que voilà, tu sais qu'à telle heure, tu dois pas être dehors. Parce que la sécurité aussi y est. Parce que tu n'as pas très qu'à la sexualité et tout. Donc, je pense que c'est de privilégier ces dialogues-là plutôt que de retenir vraiment les enfants prisonniers. Une dernière question. On a parlé de lutte pour la santé sexuelle, pour que les gens aient la bonne information. Quels sont les défis auxquels vous faites face? Parce que je sais que c'est pas évident, quoi. Bon, moi je dirais les défis sont énormes parce que peu importe le niveau du défi, ça reste un défi. Et c'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux et un travail est vraiment fait en ce sens-là. Moi, je pense que l'un des défis, autant pour moi, qui est vraiment reconnu et tout, c'est l'aspect tabou de la chose. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où je pense même que on a dépassé l'aspect tabou sur certains aspects. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de sexualité et tout, par-ci, par-là. Mais nous sommes dans un sens où les gens pensent que nous sommes dans la dépravation. La majorité pense qu'aujourd'hui que c'est la dépravation des mœurs et tout ça là. Mais moi, je dis encore une fois que la société civile fait son travail. On essaie toujours de recadrer les choses, d'apporter la bonne information et tout en matière de SSR, surtout en matière de DSSR, c'est-à-dire les droits en santé sexuelle et de la reproduction. Donc, c'est une lutte qui est vraiment à mener. Et je me dis que ça ne va pas également s'arrêter tout brusquement. C'est un processus. Et que je me dis que dans les générations à venir, il n'y aura plus vraiment de tabou autour du sujet. Que les parents pourront discuter ouvertement de la santé sexuelle avec leurs enfants. Les enfants seront vraiment les premiers repères de ces enfants. Les parents seront les premiers repères de ces jeunes-là lorsqu'ils auront besoin vraiment d'informations. Avant même qu'on ne parle du numérique, qui est aujourd'hui, je dirais, le premier repère des jeunes en matière d'information.
Et au-delà de ça, je pense qu'il y a également d'autres défis, hein, que ce soit les défis au niveau de l'application des lois et tout ça là. Ça reste également des plaidoyers qui sont menés aussi pour que voilà, les lois auxquelles que ce soit le gouvernement a ratifié et tout ça là, pour que ça soit vraiment mis en application sur le terrain. Je pense que c'est vraiment les principaux défis, les tabous, la mésinformation et tout ça là, autour duquel vraiment nous luttons aujourd'hui pour permettre aux gens de... Quand on dit la mauvaise information, les fake news vont toujours circuler. Mais c'est de pouvoir doter les individus de cette capacité-là pour qu'ils puissent faire la distinction entre la bonne et la mauvaise information et surtout où est-ce qu'ils doivent vraiment aller pour avoir cette bonne information-là. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Si vous avez peur, ou bien si vous avez honte, si vous n'avez pas le courage d'aller voir des personnes physiques pour vous donner les bonnes informations, il y a des applications qui sont développées par la TBF, comme tu l'as dit, et Hello Ado qui est là, qui donne vraiment les bonnes informations. Il y a aussi le numéro vert dont tu as parlé. Oui, le 88-28. La personne ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas la personne. Posez vos questions. Posez vos questions, la personne vous répond. Les gars, en fait, là, nous sommes dans la jeunesse, nous sommes là, nous sommes très jeunes, et on va se dire non, on ne va pas calculer les conséquences de ce qui va arriver plus tard. C'est quand, et on dit souvent que ça n'arrive pas aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui arrive à ta sœur, hein, et tu ne calcules pas parce que c'est à elle si ça t'est arrivé, ça peut t'arriver aussi. Pour éviter tout ça, va à la bonne information, va faire les recherches qu'il faut et approche-toi des institutions comme la TBF pour avoir toutes les armes de ton côté pour affronter, pour vraiment jouir très bien ta jeunesse, quoi. Il faut noter que ces séries d'épisodes exclusifs de la nuit rentrent dans le cadre du projet Agir pour la réduction des grossesses non désirées et l'avortement clandestin au Togo, mis en œuvre par Together for Change, les négresses féministes, Girls Motion, avec le soutien financier de Ingenda Health. J'espère que l'interview, ça a apporté beaucoup d'informations sur tout ce qui est santé sexuelle, sur tout ce qui est santé de reproduction et vous donnera les meilleurs atouts possibles pour pouvoir affronter votre jeunesse. Non, les déjà papa, hein. C'est pour vous qu'on le fait. Merci beaucoup d'avoir suivi l'interview. Moi, je vous dis à la prochaine.